Mon père a frappé violemment le plan de travail de la cuisine avec la paume de sa main. Les verres ont tremblé. Il m'a hurlé que tout ce que je savais faire c'était prendre et que je n'avais jamais rien apporté à cette famille. Puis il a pointé la porte du doigt en me disant que si j'avais encore un peu de fierté, je devais partir. Alors je l'ai fait. Sans cri, sans supplication. J'ai pris mon manteau et je suis sortie tandis que ma mère fixait le sol. Exactement un mois plus tard, ma sœur Léa m'a appelée en sanglotant. Elle me demandait pourquoi les virements pour ses frais de scolarité s'étaient arrêtés. Je lui ai répondu par un seul message disant que je pensais n'avoir jamais rien donné à cette famille. Ce qu'aucun d'entre eux ne savait, c'est que ces frais d'école n'étaient pas le premier paiement que j'avais interrompu. C'était simplement le premier qu'ils remarquaient. Je m'appelle Chloé. J'ai 35 ans et pendant la majeure partie de ma vie, être la personne sur qui on peut compter était le seul rôle que j'avais dans cette famille. Mon frère aîné, Bastien, avait des trophées sur les murs du salon avant même d'avoir l'âge de conduire. Des photos de football, des articles de presse locale. Ma petite sœur Léa avait des photos de ses galas de danse et des rubans d'anniversaire encadrés dans le couloir. Les miennes ont disparu petit à petit. Pas parce que je ratais mes études. J'étais l'enfant qui ramenait de bonnes notes, qui se souvenait des anniversaires et qui débarrassait la table sans qu'on lui demande. Mes parents disaient souvent que nous n'avions jamais à nous soucier de Chloé. Ça ressemblait à un compliment quand j'avais 12 ans. À 35 ans, je savais ce que cela signifiait vraiment. Personne ne prenait de nouvelles de celle qui ne causait jamais de problème. J'ai fini par créer une entreprise de distribution de matériel médical à Lyon. Cela a pris des années de longues journées, de dîners rapides devant mon bureau et de week-ends qui disparaissaient dans les factures et les appels. Quand les choses ont enfin commencé à bien marcher, ma famille a fêté ça. Puis les demandes ont commencé. Bastien avait besoin d'aide pour rattraper les mensualités de son crédit auto. Juste pour ce mois-ci, disait-il. Léa est entrée en école d'infirmière et maman m'a appelé en pleurant parce que les bourses ne couvraient pas tout. Elle travaille si dur, Chloé, disait-elle. Alors j'ai payé. Ensuite, papa et maman ont eu besoin d'aide pour la toiture. Après cela, le système de chauffage. Puis quelques mensualités du prêt immobilier quand l'argent de la retraite est devenu insuffisant. Chaque urgence était accompagnée de la même phrase disant que c'était juste le temps qu'ils se remettent sur pied. En 5 ou 6 ans, j'ai versé environ 250 000 € pour ma famille. Environ 75 000 € de cette somme sont allés uniquement aux frais de scolarité et aux dépenses de Léa. Je n'ai jamais tenu de compte précis dans ma tête. Je ne le voulais pas. Compter donnait l'impression d'une transaction, et je voulais encore croire que j'aidais parce que c'est ce que fait une famille. La première fois que j'ai senti une fissure, c'était lors d'un grand déjeuner familial. Je recevais tout le monde chez moi, dans la banlieue de Lyon. La maison sentait la volaille rôtie et la tarte aux pommes que Léa a à peine touchée parce qu'elle était trop occupée à envoyer des SMS. Au milieu du repas, Bastien a levé son verre. Il a dit que peu importe ce qui arrive, cette famille prend toujours soin des siens. Tout le monde a souri. Papa a hoché la tête comme si Bastien avait dit quelque chose de profond. Plus tard, alors que j'étais devant l'évier en train de débarrasser les assiettes, papa a jeté un coup d'œil à ma cuisine et a dit que les gens de mon âge n'avaient aucune idée de ce qu'était un vrai sacrifice. Je me souviens de l'eau qui coulait sur mes mains. De l'eau chaude, mais une sensation de froid intense. J'ai failli rire. Au lieu de cela, j'ai essuyé les assiettes et je n'ai rien dit. Quelques semaines plus tard, Bastien s'est retrouvé dans un autre pétrin financier. Cette fois, quand papa m'a ordonné de régler le problème, je l'ai regardé et j'ai dit un seul mot, non. Toute l'ambiance de la pièce a changé. Papa a cligné des yeux comme si je lui avais répondu dans une langue étrangère. Il m'a demandé ce que j'avais dit. J'ai répété non. Bastien s'est adossé à sa chaise avec ce sourire en coin qu'il utilisait toujours pour faire passer quelque chose de sérieux pour une bagatelle. Il m'a dit d'arrêter, qu'il ne me demandait pas de lui acheter une maison, mais juste un coup de pouce. Je lui ai répondu qu'il avait dit la même chose la dernière fois. Son sourire s'est effacé. Maman est intervenue avant qu'il ne puisse répondre en disant que mon frère avait eu un trimestre difficile au travail et qu'il avait besoin d'un peu d'air. J'ai regardé Bastien.
Sa montre de luxe, sa veste neuve, la même voiture coûteuse garée dehors pour laquelle il était déjà en retard de paiement. J'ai dit que ce n'était pas une urgence, que Bastien avait un travail et qu'il pouvait se débrouiller. Personne n'a parlé pendant une seconde. Puis papa a repoussé sa chaise. Il m'a dit que j'avais plus d'argent que n'importe qui dans cette famille. J'ai répondu que cela ne transformait pas ses factures en les miennes. Sa mâchoire s'est crispée. Il a dit que c'était temporaire. C'est ce qu'il disait pour chaque paiement. Maman me fixait en demandant pourquoi je commençais soudainement à compter. Cela m'a fait plus de mal que prévu. J'ai dit que je ne comptais pas, mais que j'étais fatiguée. Léa a enfin levé les yeux de son téléphone en disant que pour moi, ce n'était probablement pas grand-chose. C'était là. Pas de merci. Pas de reconnaissance pour tout ce que j'avais déjà fait. Juste un calcul de la valeur supposée de mon sacrifice. J'ai regardé autour de cette cuisine et j'ai soudainement vu des années de ma vie assise à cette table. Les frais de Léa, la voiture de Bastien, le nouveau toit sur la tête de mon père, le chauffage qui ronronnait derrière moi, les mensualités de prêts dont personne ne parlait une fois que la banque cessait d'appeler. Papa s'est levé. Il m'a dit que mon problème était de croire que parce que je signais des chèques, tout le monde me devait quelque chose. Je n'ai jamais dit ça. Il a crié que je n'avais pas besoin de le dire. Maman a murmuré son nom, mais il a continué. Il a dit que tout ce que je faisais c'était prendre et que je n'avais jamais rien donné à cette famille. Pendant une seconde, j'ai honnêtement cru avoir mal entendu. Bastien a baissé les yeux. Léa s'est figée. J'ai attendu que maman dise quelque chose, n'importe quoi. Elle fixait la table. Papa a pointé la porte d'entrée en me disant de partir si j'avais encore de la fierté. Quelque chose en moi s'est éteint. J'ai pris mon manteau. Papa a eu un petit rire sec comme s'il s'attendait à ce que je fasse une scène. Je ne l'ai pas fait. J'ai regardé maman une dernière fois. Elle refusait toujours de croiser mon regard, alors je suis partie. L'air de janvier m'a giflé le visage. Mes mains tremblaient quand j'ai mis la clé dans le contact, mais je n'ai pleuré qu'une fois arrivé 3 rues plus loin. Cette nuit-là, je me suis assise à ma table et j'ai passé en revue tout ce que je payais volontairement. Le soutien à Bastien, la prochaine échéance de Léa, l'aide pour le prêt de mes parents, les factures courantes. J'ai tout arrêté. Je n'ai pas touché à leur compte. Je n'ai rien annulé qui leur appartenait. J'ai simplement cessé d'utiliser mon argent pour maintenir leur confort. Une semaine a passé, puis 2. Personne n'a demandé si j'allais bien. Exactement un mois plus tard, mon téléphone s'est éclairé. Léa. Son nom brillait sur l'écran. J'ai laissé sonner 2 fois avant de répondre. Sa voix tremblait déjà. Elle m'a demandé pourquoi le paiement de l'école s'était arrêté. Pas de bonjour. Pas de nouvelles. Pas de demande sur ma santé. Pendant un mois, ma famille s'était débrouillée sans entendre ma voix. La première chose qui les a ramenés vers moi était un paiement manqué. J'ai fermé les yeux en lui disant que je ne pouvais pas gérer ça maintenant. Elle a paniqué en disant que les inscriptions fermaient bientôt et que maman avait dit que je m'en occupais toujours. C'était encore ça, cette idée que je m'occupais toujours de tout. J'ai coupé l'appel avant de dire quelque chose que je regretterais. Puis j'ai tapé ce message disant que je pensais n'avoir jamais rien donné à cette famille. J'ai cliqué sur envoyer. Mon téléphone a explosé. Léa a rappelé, puis maman, puis Bastien. Papa a attendu 11 minutes avant que son nom n'apparaisse. J'ai retourné le téléphone contre la table. À la fin de cette semaine, Léa avait un blocage administratif sur son dossier scolaire. Elle avait encore des options, mais elle devait désormais les trouver elle-même. Bastien, déjà en retard pour sa voiture, a commencé à recevoir des avis de recouvrement qu'il ne pouvait plus m'envoyer. Maman a laissé 3 messages vocaux pour le prêt immobilier. Chaque message semblait urgent. Aucun ne me demandait si je dormais bien. Alors j'ai quitté Lyon pour un moment. À Annecy, j'ai trouvé un petit café avec des tables en bois rayé et une fenêtre donnant sur les montagnes. Chaque matin, je commandais le même café, j'ouvrais mon journal et je posais mon téléphone face contre terre à côté. Le silence me semblait étrange au début, puis il est devenu pur.
Quelques jours plus tard, j'ai conduit vers les sommets et j'ai fait une randonnée seule. L'air était assez froid pour me brûler les poumons et à mi-chemin, j'ai réalisé quelque chose qui m'a presque fait rire. Personne n'avait eu besoin de moi pendant 3 heures entières et rien de terrible n'était arrivé. À mon retour, j'ai retrouvé ma cousine Sarah dans un café. Elle a écouté sans m'interrompre. Puis elle m'a demandé si je voulais vraiment récupérer une place dans une famille qui ne m'aimait que lorsque j'étais utile. Je n'avais pas de réponse. Mon avocat, Michel, m'a apporté une autre forme de clarté. Nous avons examiné les paiements, les factures et les titres de propriété. Il s'est assuré que chaque étape que je franchissais était légale. Il m'a conseillé de ne pas les punir, mais simplement d'arrêter de les protéger des conséquences de leur propre choix. C'est à ce moment-là que nous avons examiné le chalet à la montagne. Je l'avais acheté des années plus tôt. Mon nom était le seul sur l'acte de propriété. Ma famille l'appelait notre chalet. Ce n'était pas le cas. J'ai décidé de le vendre. Je pensais que ce serait ce qui ferait paniquer mon père. Je me trompais. La vraie panique a commencé quand il a réalisé que je ne couvrais plus non plus leur crédit immobilier. Les avis de la banque ont commencé discrètement. Un rappel, puis un autre, puis le genre de lettre que les gens laissent fermer sur le comptoir parce qu'ils savent déjà ce qu'elle contient. Papa m'a appelé 2 fois ce mois-là. Je n'ai pas répondu. Maman a envoyé des messages me demandant si je pouvais juste les aider pour cette saison. Je ne l'ai pas fait. À l'été, la voiture de Bastien était partie. Il était déjà en retard avant que j'arrête de l'aider et l'organisme de crédit a fini par la reprendre. Léa a réduit sa charge de cours et a pris un travail à temps partiel. Puis Sarah m'a appelé en disant qu'elle devait me montrer quelque chose. Elle a tourné son ordinateur vers moi. Léa avait lancé une cagnotte en ligne. L'histoire racontait que notre famille subissait une crise financière soudaine après que quelqu'un de proche les ait abandonnés sans prévenir. Elle n'a jamais cité mon nom, mais elle n'en avait pas besoin. Elle donnait l'impression que j'avais disparu sans raison. Près de 6 000 € avaient été récoltés. J'ai fixé l'écran pendant longtemps. Puis j'ai ouvert mes archives. 3 ans de frais de scolarité, de factures d'école, de livres, de frais divers, soit environ 75 000 €. Je n'ai rien publié publiquement. J'ai envoyé les preuves en privé à la plateforme de cagnotte et je les ai laissés examiner le dossier. Quelques jours plus tard, la cagnotte était clôturée. Je n'en ai jamais parlé à Léa. Je n'en avais pas besoin. Au début de l'automne, maman et papa avaient manqué tellement de paiements que la banque a lancé la procédure de saisie. Ils avaient reçu des avis. On leur avait offert du temps. Ils avaient tenté un arrangement. Ce n'était toujours pas suffisant. Papa était convaincu que j'interviendrais au dernier moment. Il se trompait. Le matin de la vente était froid et gris. Je me suis rendue à la maison avant que quiconque n'arrive. Pendant quelques minutes, je suis restée seule dans le salon où j'avais grandi. La vieille photo de football de Bastien était toujours au mur. Les photos d'enfance de Léa remplissaient une étagère près de l'escalier. J'ai trouvé une seule photo de moi dans le coin d'un cadre datant du lycée. J'ai presque ri. Même ici, je ressemblais à quelqu'un de passage. Puis j'ai entendu une portière claquer dehors. Papa est entré le premier, maman derrière lui. Bastien et Léa ont suivi. Papa m'a vu et a marché droit vers moi. Il m'a dit d'une voix basse, sans cri ni fierté mais avec peur, que je pouvais encore arrêter tout ça. Je l'ai regardé et j'ai dit que je le pouvais effectivement. Son visage a changé, il m'a dit de le faire alors. J'ai secoué la tête en disant que pouvoir le faire ne signifiait pas que je le devais. Sa mâchoire s'est crispée. Il m'a demandé si j'allais vraiment laisser mes parents perdre leur maison pour une simple dispute. J'ai répondu que ce n'avait jamais été une simple dispute. Bastien s'est avancé en disant que c'était insensé et que quelques milliers d'euros par-ci par-là n'allaient pas me ruiner. Je l'ai regardé en lui disant que cette phrase était exactement le problème. Il a froncé les sourcils. J'ai ajouté qu'ils avaient tous décidé de la valeur de mon sacrifice en fonction de ce qu'ils pensaient que je pouvais me permettre. Léa a croisé les bras en disant que sa remise de diplôme était retardée parce que j'avais arrêté de payer.
Je lui ai rappelé que j'avais payé pendant 3 ans, soit 75 000 euros. Ses yeux se sont remplis de larmes, elle a dit qu'elle avait eu peur. J'ai répondu que j'en étais consciente, mais que le fait d'avoir peur ne rendait pas son histoire vraie. Maman a finalement pris la parole en disant que nous étions toujours une famille. Je me suis tournée vers elle et j'ai dit d'une voix plus douce que je le savais, et que c'était pour cela que j'avais continué à dire oui bien après le moment où j'aurais dû dire non. La peur de mon père s'est transformée en colère. Il a dit qu'après tout ce qu'il m'avait donné, voilà ce que je faisais, que je leur prenais tout. J'ai regardé la maison, puis lui. J'ai dit que je ne leur prenais pas leur maison, ni la voiture de Bastien, ni l'éducation de Léa. Personne n'a bougé. J'ai ajouté que j'arrêtais simplement de payer pour des choix qui n'avaient jamais été les miens. Papa m'a demandé si je pensais être meilleur qu'eux. J'ai répondu non en m'approchant. Je lui ai rappelé qu'il m'avait dit que je n'avais jamais rien donné à cette famille, et que j'avais fini par le croire. Pour une fois, mon père n'a rien eu à dire. Je suis passée devant lui. Dehors, le vent traversait mon manteau, mais je le sentais à peine. Je ne suis pas restée pour regarder la vente. Ce n'était pas là qu'était la victoire. La victoire était de réaliser que je n'avais plus à acheter ma place dans cette famille. Mes parents ont effectivement perdu la maison, mais ils ne se sont pas retrouvés à la rue. Ils ont emménagé dans une location plus petite de l'autre côté de la ville. Papa a pris un travail à temps partiel dans un magasin de bricolage. Maman a augmenté ses heures de travail. Pour la première fois depuis des années, leur budget devait correspondre à leurs revenus réels. Bastien a acheté une vieille voiture d'occasion, sans siège en cuir ni mensualité qui rendait tout le monde nerveux. Il a commencé à rembourser ses dettes au lieu de m'appeler au moindre problème. Léa a pris un job étudiant sur le campus et a demandé des aides financières supplémentaires. Son diplôme a été retardé, mais elle est restée à l'école. C'était important pour moi. Je n'ai jamais voulu détruire son avenir, j'ai juste arrêté de le financer. Quant à moi, j'ai vendu ma maison quelques mois plus tard et j'ai emménagé dans un loft plus petit dans une autre ville. Les gens pensaient que je réduisais mon train de vie. La vérité était plus simple. Cette grande maison avait été construite autour d'un avenir dont je ne voulais plus. J'y avais imaginé des repas de famille, des matins de Noël et des chambres d'amis pour leurs visites. Maintenant, je voulais le calme. Le loft avait de grandes fenêtres, de vieux murs en briques et juste assez d'espace pour la vie que je menais réellement. Sur une étagère, j'ai posé une photo que Sarah avait prise de moi pendant une randonnée. Mes cheveux étaient en désordre. Mon visage était rouge à cause du froid. Je riais. Il n'y avait pas de trophée autour, pas de portrait de famille, aucune preuve que j'avais accompli quoi que ce soit pour quelqu'un d'autre, juste moi. Les mois ont passé. Les appels se sont espacés, puis ont cessé. Un soir, alors que je préparais du thé, un email de Léa est apparu. Pas d'urgence, pas de demande, aucune mention d'argent. Elle écrivait qu'elle pensait avant que je punissais tout le monde. Maintenant, elle comprenait que j'avais simplement arrêté de les sauver. Puis elle s'est excusée. J'ai lu ce message 3 fois. Pendant des années, j'avais imaginé ce que cela ferait d'entendre enfin ces mots. Je pensais que je pleurerais. Au lieu de cela, je me suis sentie sereine. J'ai archivé l'email et j'ai porté mon thé à la fenêtre. Je ne détestais pas ma famille. Je n'étais pas heureuse de leurs difficultés. J'étais simplement soulagée que leurs problèmes ne deviennent plus automatiquement les miens. Et c'est là que j'ai compris quelque chose que j'aurais aimé apprendre des années plus tôt. Partir n'avait pas brisé ma famille. Cela avait seulement révélé à quel point elle reposait sur mes épaules. Mon père m'a dit un jour que je n'avais jamais rien donné à ma famille. La vérité est que j'avais tellement donné qu'ils avaient oublié que c'était à moi de donner. C'est ce que j'ai appris, l'amour n'est pas une facture, et aider quelqu'un ne vous rend pas responsable de sa vie pour toujours. Parfois, la limite la plus difficile à poser est celle que l'on fixe avec les personnes que l'on aime encore. Cette histoire nous rappelle une vérité brutale mais nécessaire sur les dynamiques familiales et le poids de la responsabilité. Souvent, dans chaque famille, il y a cette personne sur qui tout repose, celle qui ne dit jamais non, celle qui sacrifie ses propres rêves et ses finances pour maintenir une harmonie de façade.
Le problème survient lorsque cette générosité devient indue aux yeux des autres. En voulant trop protéger nos proches des conséquences de leurs actes, nous les empêchons de grandir et de prendre leurs propres responsabilités. Chloé a dû passer par la rupture la plus douloureuse pour comprendre que son amour ne devait pas être un chèque en blanc. La leçon ici est simple mais profonde, fixer des limites n'est pas un acte de haine, c'est un acte de respect envers soi-même et, au final, un service rendu aux autres pour qu'ils apprennent à marcher seuls. L'indépendance est le plus beau cadeau que l'on puisse s'offrir, mais c'est aussi celui que l'on doit exiger de ceux que l'on aime. Avez-vous déjà eu l'impression d'être le seul pilier de votre famille au point de vous oublier vous-même ? Pensez-vous que Chloé a été trop dure ou que c'était la seule solution pour